Poète d'aujourd'hui sur les ondes. Une émission mensuelle de Georges Godebert consacrée aux poètes d'hier et d'aujourd'hui. Ce soir, Pierre Segers vous présente 12 poètes maudits. Maudits pour qui? Maudits pourquoi? Maudit, maudit avec un grand M, et l'on entend au fond de la salle, au bout de la ville, un écho comme un sarcasme, une ironie désespérée. M, personne ne m'aime, ni vous ni moi-même. Et c'est peut-être cela, cette malédiction, ce mal du siècle, dont souffrent tant de jeunes gens. La désaffection, la solitude, les voilà ignorés, repoussés. Les parents, de leur côté, s'acharnent à gagner leur vie de plus en plus durement. Ils n'ont plus le temps, plus d'énergie, plus de présence pour leurs enfants. La pseudo-civilisation, celle de consommation, broie les cœurs. Certains enfants sont des hypersensibles. Ce n'est pas une malédiction divine qui sur eux jette ses foudres, mais la société. Ici et là, les hôpitaux psychiatriques sont pleins, les maisons de cure pour adolescents et aussi les prisons sont combles. Le nouveau mal du siècle, celui qui va de la morosité à l'angoisse, de la drogue à la folie, de la solitude à la rupture, disons-le, de la vie au suicide, ce mal s'est abattu sur une partie de la jeunesse du monde. Et on n'a pas fini de souffrir de ses retombées. Au temps de la mort atomique, devenue immanente, les forces vives de l'homme, l'esprit, l'âme, nous paraissent aujourd'hui menacées, gangrenées. Et si la prescience des poètes annonce parfois le futur, constatons. Dans un livre récent, Poètes maudits d'aujourd'hui, 12 poètes figurent, qui, entre 1946 et 1970, c'est-à-dire en 24 ans, 24 années d'aujourd'hui, et rien qu'en France, ces 12 poètes se sont donné la mort. 5 par misère physiologique quasiment provoquée, et 7 qui ont choisi de nous quitter brutalement. Approchons-nous. Approchons-nous avant d'écouter ce que disent ces hommes. Regardons. Mon semblable, mon frère, qui fut pris par le malheur aux épaules, qui étais-tu? À travers des enfances traumatisées, des hérédités chargées, dans le hasard et la fatalité des chromosomes, jetés par un décret des puissances suprêmes, dans un monde froid, indifférent, hostile, ces poètes aujourd'hui représentatifs se sont heurtés contre plusieurs butoirs. Le premier est peut-être celui d'une exigence sans limite, qui ne peut être satisfaite, une sorte de pureté ardente, de diamant noir comme un calcul de l'exigence d'être, qui ne peut être ni éliminé, ni dissous. Je veux nommer le besoin de l'absolu. Il y a une passion si dévorante qu'elle ne peut se décrire. Elle mange ce qui la contemple. Tous ceux qui s'en sont pris à elle s'y sont pris. On ne peut l'essayer et se reprendre. On frémit de la nommer. C'est le goût de l'absolu. On dira que c'est une passion rare, et même les amateurs frénétiques de la grandeur humaine ajouteront malheureusement. Il faut s'en détromper. Elle est plus répandue que la grippe. Et si on la reconnaît mieux quand elle atteint les cœurs élevés, elle a des formes sordides qui portent ses ravages chez les gens ordinaires, les esprits secs, les tempéraments pauvres. Si l'on veut qu'on s'en félicite, pour ce qu'elle a pu faire aux hommes, pour ce que ce mécontentement a su engendrer de sublime. Et ce ne voit que l'exception. La fleur monstrueuse, et même alors,
regardez, au fond de ceux qu'elle emporte dans les parages du génie. Vous y trouverez ces flétrissures intimes, ces stigmates de la dévastation qui sont tout ce qui marque son passage sur des individus moins privilégiés du ciel. À ces mots d'Aragon dans Aurélien, il conviendrait d'ajouter ceux de Verlaine, auteur de la première anthologie Poètes maudits, où il écrivait, à propos de Tristan Corbière et de Rimbaud, « C'est poète absolu qu'il fallait dire pour rester dans le calme, absolu par l'imagination, absolu dans l'expression, absolu comme les Reis netos des meilleurs siècles, mais maudit. » Ainsi, certains artistes créateurs cherchent en eux-mêmes et autour d'eux le Graal, un paradis perdu, et par l'extrême tension, exigent de la vie, de leur vie, l'essentiel. L'œuvre, la vie deviennent alors des cris de douleur, sauf pour les grands poètes mystiques, qui parviennent, dit-on, à la béatitude. Pour les autres, le poème jaillit d'eux comme une étincelle d'absolu. Un autre butoir, après la recherche de l'absolu, est ce qu'on pourrait appeler la sacralisation du dérèglement. Il conduit le poète à vouloir se dépasser, se défoncer sans cesse. Mais ce serait injustice flagrante que d'omettre, à côté des fissures et des déséquilibres intérieurs, la responsabilité de la société envers ses enfants malvenus, l'indifférence d'autrui, les cris de détresse sans écho, les signaux de perdition volontairement non captés. C'est ainsi qu'abandonnés à leur solitude, 12 poètes permettent de faire le point. Ils sont allés jusqu'au bout du refus, à travers leurs orages, ruptures, silences, désordres, catastrophes. De mauvais maîtres les ont-ils incités? Ou bien subissaient-ils une désagrégation fondamentale qui aboutissait à une inconsciente revanche, se détruire, détruire, dit-elle, comme l'écrit Marguerite Duras, pour avoir été mal aimé, fils de personne? Nul ne peut l'être. Peut-être l'hérédité, le milieu social, leur donnait-il l'envie du déluge et que tout disparaisse. Leur impuissance d'autrefois les rendait irritables, féroces envers les autres et eux-mêmes. Ils se laissaient miner, aidaient à creuser des sapes pour se dynamiter jusqu'à la délivrance et que tout soit fini. Venons-en à ces 12 poètes. Faisons connaissance, car seuls quelques spécialistes ont retenu leur nom en dehors de celui d'Antonin Artaud, torche vivante, suicidé de la société, qui a traversé le plateau du théâtre de sa vie avec la volonté enragée de l'écriture et du dépassement. Qui est Jean-Pierre Dupré? Allergique à la planète, dit-il, quelques jours avant de se donner la mort. Il se pend à 29 ans. Pourquoi? Poète dont les mots brûlent, les mots qui font des trous de mort, dit-il. C'est un observateur lucide, attiré par un vertige intérieur entre, et c'est encore une citation, les deux lèvres d'un gouffre. Il perd son corps par le dedans. 3 livres de lui, dont 2 préfacés par André Breton, parurent aux éditions du Soleil Noir. Il est aujourd'hui présent dans la collection des poètes d'aujourd'hui. Croisement de l'œil avec la nuit fermée, bout à bout, sur le cerveau, comme qui dirait cerceau, comme qui dirait le sot en rien. C'est une bouée qu'imagine la nuit. De blanc fer imaginaire, étale, comme qui dirait pétale, comme qui dirait spectral devant un cri. Or, le cri devenu bouche, c'est un cerceau, nul doute.
C'est un cerceau fermé, dirait le rouge fer. C'est moi qui serre, comme qui dirait, et je saute, comme qui dirait, boué de sang au bout, à bout de l'ombre courbe, à bout de souffle sur son cri. Or, le cri devenu chair, c'est cela, comme qui dirait, c'est bien cela, comme qui dirait. Et Gilberte Dallas, une très belle jeune femme, actrice et vraie peintre dont presque toutes les peintures sont perdues. Un poète secret qui rêve, citation, de voraces varlopes sur son corps et qui meurt à 42 ans les entrailles rongées après avoir publié un seul recueil, Alphabet de soleil, que j'ai fait paraître de son vivant en 1952. Qui donc le sait? Des soleils, des millions de soleils girent dans le ciel, dévorent le ciel, s'abattent de rue sur les pavés, éventrent les églises du bon Dieu, éventrent les hôpitaux, éventrent les gares, comme de visqueuses méduses, éventrent les eaux des ports, poussent sur les visages des femmes, poussent dans les mains des hommes qui ont des mains, poussent, effroyables jouets, dans les mains des enfants. 1000 soleils de fins inassouvis, 1000 soleils d'abnégation et de négation, 1000 soleils de zéro pour toujours. J'ai plongé mon avis de soif dans l'algue de ton corps sur l'enclume reposée. Splendide charogne, trésor des Galapagos, j'ai plongé mes mains dans tes entrailles. On est retiré la robe de pierre de la dame noire, pierre d'herbe, d'eau et de ciel, pierre de fil et de soleil. J'ai plongé mes mains dans ton ventre, on est retiré le cheval de bois, blanc comme un astre, avec son harnais de tulipes. J'ai plongé mes mains et mon visage dans ta chair pourrissante, et j'en ai retiré ton cœur rongé par un gros chat, ton cœur qui continue à battre au creux de mes mains, plus vivant que le Koh-i-Noor, plus précieux que le chariot de la mer. J'ai embrassé tes seins roides, beaux comme la pérennité, et ta bouche, colchique de cendre, a dit haine. Tes yeux me l'ont encore répété lorsque j'ai soulevé leurs paupières. Oh, Madeleine. Alors avec un tour j'ai creusé ta tempe nacrée, en jaillirent les brises voraces qui de ton cerveau firent une loque d'azur. À présent, André Frédéric, il se donne la mort comme subrepticement à 42 ans. Était-ce pour lui devenu foutesque de vivre? Était-il détaché de tout? Un pessimisme radical, un humour à mort l'avait-il dévasté? La veille, il m'avait remis le bon à tirer de poésie sournoise, c'était le titre de son dernier recueil. Le lendemain, il soufflait sa bougie. Pourquoi? Sournoisement, sa force vitale s'était peut-être évaporée dans l'aquabon. C'était son affaire et son droit. Mais nous, connaissons-nous son œuvre? L'ouverture de Cora, le signe de Leda, la denture de Mina, la tenture d'Alida, la cavité d'Elsa, les replis de Frida, le col de Virginia, les secrets de Zina. Tout ça craquera, tout ça craquera.
Un autre encore, un inconnu, encore. Roger Miliau. Avait-il, Miliau, ramené d'Indochine où il avait été blessé, une sorte de fêlure, une névrose, taciturne, mais aussi secret que souriant? Il monte un jour de Montauban, où il vivait, à Paris. Et là, entre la Chambre des députés et la place de la Concorde, il se jette dans la Seine. Du haut du pont, au cœur de Paris. Pourquoi? Un souvenir de Léon Debelle, cet autre poète qui s'était précipité dans le fleuve? Un geste qui est peut-être comme un acte symbole contre Paris Moloch qui ignore ceux qui travaillent en province? À 42 ans, en tout cas, il s'achève. Ses poèmes n'ont été réunis qu'après sa mort aux éditions Subervie en 1968. Qui parle en moi? Qui me regarde? D'où? Qui dit le bien, le mieux, le pire? Qui veut l'amour? Qui nie l'amour? Qui perce des issues? Qui ouvre des gouffres? Qui se sent étranger? Qui habite le vide où ce grand cri résonne? Qui tient haut les étoiles? Qui veut la vie? Qui veut la mort? Et l'appel des poètes disparus, des poètes hors des honneurs et de la mémoire continue. Qui est cet autre poète, Gérald Neveu? Il prend congé à 29 ans. Je ne m'habituerai jamais, dit-il. Et encore, j'éprouve une incapacité de base à m'adapter à une vie dont me fut trop longtemps dérobé involontairement le rythme véritable. Gérald Neveu ressent une sorte d'arythmie fondamentale et qui devient mortelle. Il est le rejeté type. Avec le poète Jean Malrieux, il a cependant fondé la revue toujours vivante L'Action poétique et publié 4 livres. Qui le sait? Je vis de peu. J'entends tinter les pierres dans ma tête. On vient me visiter, un peu pour entendre ce bruit et pour m'aider à fabriquer de la mousse. Je suis très bien comme cela. Il paraît que ça me va à merveille. Il ne me manque qu'un joyeux scorpion sur la bouche. J'entends au loin mes amis qui m'appellent. Ils ont des voix attendrissantes. Ils m'exhortent à m'échapper. C'est gentil, ça réconforte. D'ailleurs, ils ignorent totalement que je suis dans un pavé. C'est mieux ainsi, leur mauvais sang tournerait à l'aigre. C'est drôle comme le centre du cyclone est calme, immobile, champêtre. On se croirait presque en sécurité. N'était-ce un méchant ver de terre dans la poitrine qui fait zoom zoom en brodant par-ci par-là dans la viande spéculative? On pourrait aussi trouver à redire à l'arc électrique qui fonctionne obstinément d'une tempe à l'autre. Mais à part ça... Un autre encore. Ils ont si peu entendu prononcer leur nom de leur vivant que l'hommage aujourd'hui rendu n'éveillera sans doute guère d'écho, des mots ajoutés au silence. Un autre nom, Jacques Prevel. Nous étions égarés malgré tous nos espoirs, dit-il, mais nous étions des êtres capables de mourir. La poitrine en feu et en sang, il meurt de tuberculose à 36 ans. 4 recueils de Prevel ont été publiés. Voici, extrait de En dérive vers l'absolu, un poème « Tous nos amis sont morts » qu'il dédie
à ses camarades du Grand Jeu, c'était un mouvement poétique à Paris de son temps, et les poètes de la dédicace sont Roger Gilbert Lecomte, René Daumal, Hendrik Kramer et Luc Dietrich. À Roger Gilbert Lecomte, René Daumal, Hendrik Kramer, Luc Dietrich. Tous nos amis sont morts. Nous nous sommes égarés malgré tous nos espoirs. Mais nous étions des êtres capables de mourir. Et nous avons été trop semblables à nous-mêmes. Et jamais personne ne comprendra. Jamais personne ne nous entendra. Jamais personne ne se souviendra. Et ce soir, avec ma poitrine ouverte à tous les battements d'un lourd désastre, je me souviens, avec mes larmes. Et je sais que nous étions les seuls présents et éternels, les seuls capables de reprendre l'héritage, de nous dresser comme des socs et de déchirer ce temps mort. Et André de Richaud. Celui-là fut mon condisciple au collège de Carpentras et jusqu'au bout un ami fraternel. Avec lui, le destin a pris son temps. À 59 ans, il mourra dans une maison de vieillards au fin fond du Gard, après plusieurs années passées dans l'asile de Valoris. Il y aura crié « Je ne suis pas mort », c'est le titre d'un de ses livres, et il s'en ira comme un vieil enfant assassiné lentement par l'alcool, la solitude et la misère. C'était un romancier, un auteur de théâtre et avant tout un poète. Il avait connu la notoriété, la mode à Paris, puis ensuite l'oubli. Il a publié une dizaine de livres, écrit plusieurs pièces de théâtre. Qui les connaît? Les ruisseaux de la mort ont couru sur mes rives. Les pierres du soleil ont écrasé mes plaies. Les lames du sommeil ont fouillé le feuilletage de ma tempe. Et moi, je vais tout nu dans le ciel dépeuplé. Les douleurs de ma figure et tout l'espoir qui ronge mon cerveau. Les poètes de mes yeux ont chanté jusqu'à l'aube. Et mes poignets sanglants écrivent dans l'ombre une grande épopée de sang. Voici le songe pris aux ronces. Voici l'effort de mes genoux. Voici le doux problème des nuages. Et la voix des poètes qui parcourent dans ma voix 1000 fois le tour du monde. Poètes, poètes mes amis, dont je fus souvent le correspondant ou l'éditeur, revenez-vous ce soir parmi nous, vous dont l'existence fut misère. Dans les traboules de Lyon, d'où il nous a quittés, qui était un autre encore, Roger Arnould Rivière. Celui-là conçoit l'existence comme une malédiction, c'est une citation. Il porte en lui le sentiment aigu de l'échec, la naissance, la vie, la famille, le doute permanent sur sa propre réalité, sur l'authenticité de se voir.
Se séparer de soi, se quitter, rompre, tout conduit Roger Arnould Rivière jusqu'à sa fin, à 29 ans. Il avait fait paraître un recueil de son vivant. Ses poésies complètes sont à présent publiées aux éditions Guy Chambellan. La mort, signe moins de la création. La mort, ce point d'acné sur la face de la douleur. La mort, surprise comme le sexe, dispersion comme la volupté. La mort n'est au fond que le gouffre vierge où notre verge de vie a soudain licence de pénétrer. La mort est au fond. Et cet autre encore, ce poète parisien des nuits blanches, toujours ailleurs, Armand Robin, c'était un opposant né, une sorte de nomade, vacant, traqué par la misère lui aussi, cueilli par la police, il meurt mystérieusement à l'infirmerie spéciale du dépôt à 50 ans. Il a publié chez Gallimard et aux éditions de Minuit une dizaine de livres, dont d'inimitables traductions des poètes russes, chinois, hongrois et persans. Les anciennes souches, nul n'a pu me les arracher. Avec le temps des aubes nettes, des longues, dures nuits de tourments, toujours j'ai rêvé d'accéder à tous les sommets de l'esprit. J'ai accepté de devenir visible et risible. J'ai accepté de paraître parmi les maîtres de la vanité. Afin de montrer ce que peuvent les miens, j'ai voulu passer aux miens les armes de l'âme. Un jour très proche, j'aurai de nouveau mes fêtes, avec la sueur aux 1000 sourires sur mon corps. En de très vieux temps où je parus exister, on prétendit m'avoir rencontré. Me faufilant à rebours dans les âges, j'ai empoigné, secoué les années où je fus dit en vie, attendant qu'en tremblotement de poussière mon avant-vie ait dansé. J'ai dansé dans la poussière toutes les danses de l'avant-vie. Je ne rendrai pas compte de la vie qu'on dit avoir été ma vie. Abusivement inséré en vie, contre toute mon évidence, à partir de 1912, je fus dit en vie. On établit contre moi des constats de présence. Je fus prise en flagrant délit de vie. Telle est la légende bien établie. Et nous approchons de la fin. Philippe Salabreuil, lui, est tout différent, et son cheminement n'est pas semblable à celui des autres. Il écrit « Tout est blanc nié, noir, nous vénérons le rien ». Chez lui, ni désarroi, ni rage. Du départ à la fin, la solitude de Jean-Philippe Salabreuil est feutrée. On dirait qu'une pureté désenchantée aboutit chez lui à l'adieu. Pour certains, l'œuvre est une marche à la mort. Bien plus, elle est la mort elle-même. On ne peut pas ne pas reprendre ici ces mots d'un jeune poète, Roger Kowalski, qui furent écrits à propos du grand poète autrichien suicidé de la cocaïne, j'ai nommé Tracle. Pour Salabreuil, il n'y eut pas ces escarpements, ces abîmes, mais une sorte de lassitude, une douce pente, avec, si jeune,
une falaise au bout. Les recueils de Salabreuil, 3 recueils, ont paru dans la collection Le Chemin aux éditions Gallimard. On dit que je m'amuse, et que bien sûr je fais exprès de haler cette râpe de pierre au plus près de mon cœur léger d'érable qui s'use. Mais je suis parmi vous, devant l'établi sous la neige. Les uns se sont assis, d'autres mis à genoux. Et maintenant, de mes mains, que ferai-je? Je ne suis pas venu pour vous maudire ou vous comprendre. Un matin, j'ai quitté mon lit dans le ciel nu. J'ai roulé dans votre printemps très tendre. Il y a si longtemps que je mûris, pêche pourrie, dans l'hiver de la nappe immaculée des temps. L'auréole s'empourpre quand je prie. Et je vois les blancheurs de mon verger sous la nuit claire. Je respire à nouveau cette obscure fraîcheur de ma vieille maison dans la lumière. Mais ce pays n'est plus sans doute que la meurtrissure d'un coup de poing dans le pauvre visage imbu de pluie du ciel ancien, maigre pelure. Je ne me nuiserai plus que le creux et long poème de ma mort, et près de Clara ne resterai que le temps de lui dire si je l'aime. J'irai loin des villages, et il se peut qu'alors je sois quelque chose comme un suicidé, les doigts pleins de fleurs dans la niche des feuillages. Et enfin, le plus chaud, le plus fraternellement aimant entre ces poètes hantés par la poésie, leur vraie compagne, leur seule compagne, leur seul recours, j'ai nommé Hilary Voronka. À la stupéfaction de tous, il prend brutalement congé. Il a alors 43 ans. La fascination, l'effroi provoqué par l'imminence à chaque instant plus proche, l'ultime orgueil de choisir son moment, de faire sa sortie, l'impression aussi que le fantôme n'était pas seulement un double invisible, mais un exilé inatteignable dans le quotidien, telles purent être les pensées d'Hilary Voronka. Avant de se donner la mort, il avait publié 13 recueils chez différents éditeurs. Le dernier, aux éditions Bordas, avait pour titre « Contre-solitude ». Pour tous ces poètes, contrer la solitude, c'était partir. Loué sois-tu, silence qui entoure la pensée. Le mot ne vient qu'après. Mais entre lui et la pensée qu'il exprime, il y a cette bande suave de silence, comme un jardin entre la maison et la haie vive. C'est ainsi que le nageur, avant de plonger dans l'eau, emplit ses poumons et retient son souffle. C'est ainsi que l'idée qui était temps devient parole, qui est espace. C'est ainsi qu'entre poème et vers se situe le blanc. Et peut-être qu'autour de la vie même, il y a ce silence qui la sépare
et l'unit à la mort. Cette bouche d'air entre le corps et le vêtement. Car si la vie est la pensée, la mort est le contour qui l'exprime. Mais si l'oreille entend le mot sans rien savoir de la muette musique enfermée en ses murs, de la mort, chacun sait le glorieux silence, sans deviner la forme où celui-ci est clos. Poète d'hier et d'aujourd'hui sur les ondes. Une émission mensuelle de Georges Godbert qui a choisi ce soir Pierre Segers pour vous présenter 12 poètes maudits. Les poèmes ont été lus par Nathalie Nerval, Roger Blin, Jean Bollery et René Farabet. Chef opérateur du son, Michel Ristich. Collaboration technique, Philippe Leduc. Réalisation, Georges Godbert.